Merci beaucoup, Francine, pour ce profil universitaire que tu as dépeint de ma personne. Merci beaucoup, Francine, pour cette invitation et le grand honneur de partager cet atelier, ce workshop, avec de nouveaux collègues que je ne connaissais pas et vraiment que j'ai déjà appris à connaître durant cet atelier depuis le début de la semaine et durant un atelier spécifique qui a été organisé à la propre maison de Francine. Alors c'est vraiment un grand honneur pour moi de connaître d'autres chercheurs universitaires du Québec, d'Algérie, d'Afrique, de France, de Suisse. Enfin vraiment, c'est extraordinaire pour moi d'être à nouveau présent à Québec. Alors que la première fois que j'ai connu le Québec, c'était l'année dernière au mois de novembre. Je dois vous dire que le thème qui m'avait été alloué au départ par Francine est un énorme défi, quoi. Parler du postcolonialisme dans le monde lusophone. J'avais accepté sans trop savoir ce qui m'attendait. Heureusement, 3 semaines après, elle m'a demandé de réduire l'espace géographique et se concentrer sur le Brésil, qui est aussi un énorme défi de parler de la théorie postcoloniale dans le monde universitaire brésilien, de la mesure où, d'après les recherches que j'ai réalisées, il y a très peu de textes, pour ne pas dire aucun texte, sur la question, la théorie postcoloniale ou la théorie, le cadre théorique heuristique postcolonial. Je n'ai trouvé aucun texte universitaire sur ces questions-là, alors que c'est une question qui traverse depuis les années 80, je dirais depuis les années 70, qui traverse les débats au Brésil concernant la problématique des relations raciales, principalement chez les intellectuels du mouvement noir, les activistes et les universitaires. Mais difficilement vous trouverez un texte universitaire écrit sur cette question-là. Donc, je dirais, à nouveau, c'est un défi pour moi d'avoir produit ce premier texte dont le titre n'est pas celui qui se trouve dans le programme, mais dont le titre est maintenant « Mémoire, colonialité et réparation au Brésil ». Je pourrais peut-être dire que c'est un titre dédié à Francine. Et vous me demanderez pourquoi. Je vous répondrai parce que Francine, dans une certaine mesure, a été un stimuli en ce qui me concerne sur cette question. La première fois que je l'ai rencontrée à Rio de Janeiro, la première fois qu'elle est venue me voir, elle est venue me parler des réparations au Brésil, en faveur de la communauté afrodescendante. Et j'avais été surpris par le thème de réparation dans la mesure où, en 2001, lors de la conférence mondiale de l'ONU contre le racisme, l'intolérance et la xénophobie, la question de la réparation avait été enterrée officiellement par les États-Unis, la France et bien sûr par un grand nombre de pays africains qui ne voulaient pas, disons, renforcer cette question au niveau international. En contrepartie, pour le Brésil, la conférence de Durban avait été extrêmement importante. D'une part, en fonction de ce deuil par rapport aux réparations, au courant réparationniste afro-brésilien qui était né dans les années 80, avec une forte présence dans les années 90 au Brésil, surtout à l'université de São Paulo. Donc il y a eu un deuil de ce côté-là. Il y a encore aujourd'hui quelques mouvements radicaux, mouvements noirs, qui questionnent la question de la réparation, mais parce que à partir de 2001, un peu avant 2001, mais surtout officiellement à partir de 2001, le Brésil, le gouvernement brésilien, finalement
inaugure des politiques de discrimination positive pour les Noirs, en faveur des Noirs, des indigènes, leur permettant un meilleur accès à l'enseignement supérieur. Donc, Francine vient et me parle des réparations. Alors, je me prends la tête et je dis, bon, mais c'est difficile, mais enfin, on pourrait parler, on pourrait axer plutôt sur la question d'action affirmative. Mais avant de continuer, je dois vous dire que en Amérique latine, la question de la postcolonialité est surtout le fait d'un Argentin, des études sur cette question-là, d'un Argentin, Walter Mignolo, qui travaille dans l'université nord-américaine. Il a produit plusieurs textes, et lorsqu'il touche la question raciale, lorsqu'il touche la question des relations raciales, il le fait généralement d'une manière superficielle, simplement parce que probablement il n'a pas le temps de se consacrer sur ce thème, donc de plonger vraiment sur la question de postcolonialité et relations raciales en Amérique latine. Mais il en fait, il touche un mot sur ces questions-là. Un autre auteur intéressant qui parle aussi de la postcolonialité au Brésil, aussi de manière superficielle, mais en fonction de son prestige international, ces petits textes qui, des fois, sont publiés dans des grands journaux brésiliens, montrent l'importance fondamentale au niveau universitaire de se pencher sur ce cadre théorique heuristique. Et cette personnalité, c'est Boaventura de Souza, qui est portugais, qui est professeur, grand professeur à l'université de Coimbra. Le second stimuli, concernant mon texte, à nouveau, je le dois à Francine, dans la mesure où ce second stimuli me donne la clé pour comprendre et pour avoir une vision plus claire de la question postcoloniale au Brésil. C'est la question de la mémoire. J'ai eu l'honneur de soutenir un projet qui est en ce moment-ci à Rio de Janeiro pour obtenir des témoignages dans le cadre d'un petit quartier des faubourgs de Rio de Janeiro, concernant l'histoire du quartier, l'histoire de vie des leaders et des anciens de ce quartier, et notamment avec une question précise qui se remet aux héros. Quels seraient les héros de ce quartier, les héros afro-brésiliens de ce quartier? Quels seraient les héros de ces personnes qui témoignent, de ces anciens, de ces leaders qui témoignent sur la question de la mémoire? Et je vois effectivement que la question de la postcolonialité, elle doit nécessairement s'articuler avec la question de la mémoire. Mémoire dans le cadre des populations subalternes, donc en nous remettant précisément par rapport aux segments afrodescendants noirs, donc métis et indigènes, je pense et je constate, à partir de cette petite recherche, que la question de l'histoire est fondamentale, parce qu'on observe évidemment qu'il y a un écart immense entre l'histoire officielle, l'histoire collective imposée et l'histoire de l'oubli. Alors si l'on se pose la question des connexions de l'histoire de l'oubli, on comprendra effectivement la nécessité, le pourquoi qu'au Brésil il n'y a pas eu un mouvement de réparation. Il ne pouvait pas y avoir un mouvement de réparation si les segments subalternes afrodescendants indigènes ne connaissent pas sa propre histoire, parce que l'histoire est écrite par les scribes officiels. Évidemment, il leur devient difficile de revendiquer des éventuelles réparations concernant les douleurs, les atrocités physiques, morales, dont ils sont encore les victimes aujourd'hui, mais dont leurs ancêtres esclaves l'ont été durant la colonisation et immédiatement après l'indépendance et l'avènement de la République. Et c'est intéressant d'observer, c'est très intéressant d'observer du point de vue démographique, que l'Afrique était présente, fortement présente,
XVIIIe, XIXe siècle. Le comte de Gobineau, qui était consul à Rio de Janeiro, il a puisé, il s'est inspiré de son expérience à Rio pour écrire son essai sur l'égalité des races, constatait que Rio de Janeiro, c'était une ville africaine. Et d'ailleurs, les historiens nous disent aujourd'hui que Rio de Janeiro, au XIXe siècle, c'était la ville africaine la plus importante au monde du point de vue démographique. Aujourd'hui, nous savons que le Brésil, c'est reconnu officiellement, le Brésil, du point de vue démographique, a la population de la diaspora la plus importante, la population de la diaspora d'Afrique la plus importante au monde. Et en termes absolus, c'est le second pays africain, juste après le Nigeria, du point de vue démographique. L'indépendance du Brésil maintient l'esclavage, qui sera aboli, comme l'a dit hier le professeur Nunes, en 1888, et immédiatement après, en 89, advint la République brésilienne, avec toute sa conception universaliste, de liberté, d'égalité, etc., etc. Mais il se fait que les Africains, descendants d'esclaves, seront mis en marge de la société. Très longtemps, deviendront des espèces de citoyens de seconde catégorie, pour ne pas dire, comme on dit au Brésil, de cinquième catégorie. Ils n'auront pas accès à l'enseignement, ils n'auront pas accès au droit de vote, à la terre, aux capitaux, etc., etc. La situation viendra à changer fortuitement à partir des années 30, alors que Getúlio Vargas prend la direction du gouvernement brésilien. Getúlio Vargas, à travers son décret qui oblige les entreprises étrangères à embaucher nécessairement deux tiers de la population brésilienne, visant d'établir des espèces de quotas sur le marché de l'emploi, spécifiquement pour les manufactures étrangères. Il permet fortuitement, ça n'avait pas été pensé, à ce que les Noirs, les descendants d'esclaves, puissent accéder à un meilleur emploi. Mais ça n'avait pas été pensé. Ça a été fortuit. Il y a une petite ascension des Noirs au niveau de la petite classe moyenne, la petite classe moyenne, mais ça n'avait pas été pensé. Parce que le gouvernement brésilien, jusque-là, au contraire, avait mené une politique eugéniste visant le blanchiment de la population, favorisant donc la venue de travailleurs européens, précisément d'Italie, etc. Et aussi, c'est intéressant d'observer que dans les années 30, il advint un premier mouvement noir, appelé Front Noir. Mais c'est un mouvement antiraciste, mais assimilationniste aux valeurs européennes. Il se positionne vis-à-vis des valeurs européennes au détriment de l'Afrique vue d'une manière péjorative. Mais à partir des années 40 et 50, c'est très intéressant, et certainement là, pour les littéraires, ils auront des informations qui ont déjà été confirmées par mon prédécesseur, le professeur Jean. À partir des années 40, 50, le mouvement de la négritude d'Aimé Césaire et de Senghor a son impact auprès des intellectuels et artistes afro-brésiliens, notamment auprès du théâtre expérimental du noir, du nègre, dont le leader était l'artiste intellectuel qui, des années plus tard, deviendra sénateur, Abdias Nascimento, qui vit toujours, il a 90 ans, 91, je crois, 91. Ils assument le mouvement de la négritude et à partir de ce mouvement nouveau brésilien, à partir de ce mouvement brésilien qui assume la négritude, c'est très intéressant à constater, c'est que le mouvement de la négritude retiendra en fait uniquement l'outil du mot négritude, considéré comme étant une manière de valoriser les valeurs, de valoriser l'Afrique, la civilisation, l'histoire de l'Afrique,
et également, d'un autre côté, de valoriser l'esthétique noire, et spécifiquement la beauté noire. Donc ça, dans les années 40 et 50, quoi, à partir de Césaire et Léopold Senghor. Aussi intéressant, Francine, je ne te l'ai jamais rapporté, on jouera dans les années 50 la pièce de Aimé Césaire, le roi Christophe, dont le rôle principal sera tenu par Zouazimou Boulboul. Zouazimou Boulboul, qui est un cinéaste noir, qui aujourd'hui a un petit centre culturel à Rio de Janeiro, et qui revendique son lien étroit avec un cinéaste sénégalais, Ousmane Sembé. Oui, exactement. Il revendique clairement son lien artistique avec ce Sénégalais. Le mouvement de la négritude perd de sa force dans les années 60 en fonction de l'instauration du régime dictatorial militaire au Brésil, perd de sa force, mais le mot reste, s'établit et est introduit dans le langage courant. Reste, s'établit et est introduit dans le langage courant. Dans les années 70, 80, on le retrouve encore, surtout, chez les poètes afro-brésiliens, notamment dans divers poèmes qui ont été publiés dans les cahiers noirs. Dans les années 90, se perd la vigueur de la négritude, du mot négritude, il se perd, mais c'est devenu un référent. À partir des années 70, 80, il y a une nouvelle émergence du mouvement noir, cette fois-ci un mouvement noir plutôt différentialiste, qui n'accepte pas l'idéologie dominante de la démocratie raciale, parce qu'il faut bien le dire, cette idéologie de la démocratie raciale qui s'établit dans les années 30, notamment à travers les écrits de Gilberto Freire, sera assumée par les leaders du mouvement noir jusqu'aux années 60, même par Abdias Nascimento, qui est l'un des activistes les plus virulents au Brésil. Mais faut-il constater aujourd'hui, à partir de la lecture critique, c'est que l'idée de Gilberto Freire de métissage, de démocratie et de l'apport positif de l'Afrique, des Noirs et des indigènes à la matrice de la civilisation brésilienne, c'est un mouvement important de la part de Gilberto Freire, qui sera donc critiqué à partir des années 70 par le mouvement noir, les intellectuels du mouvement noir, les artistes. Faut-il reconnaître, et faut-il le souligner aujourd'hui, que la conception dominante encore aujourd'hui, mais très fragilisée aujourd'hui au Brésil, du métissage, de l'égalité des races, etc., faut-il constater qu'à l'époque des années 30, les Noirs, les Afro-Brésiliens, les indigènes n'avaient pas été appelés au banquet des intellectuels. Donc ça avait été une formulation coloniale, de colonialité, dans la mesure où les Noirs, les indigènes n'avaient pas droit à la parole, ils n'avaient pas le droit à l'énonciation. Et encore aujourd'hui, dans l'espace universitaire, il est extrêmement difficile pour les Noirs, même des grands intellectuels, d'avoir la parité lors des débats. C'est encore extrêmement difficile aujourd'hui. Très bien. Mais, je reviens aux années 70, il a les éléments qui permettent aux intellectuels, aux activistes du mouvement noir, de se positionner de manière claire et nouvelle, de manière novatrice, en face donc, critiquant l'idéologie dominante de la démocratie raciale et du métissage. Il y aura deux événements majeurs qui permettront l'émergence de ce nouveau mouvement noir. C'est d'une part des luttes de libération anticoloniale dans les pays d'expression lusophone en Afrique, donc Angola, Mozambique, Guinée-Bissau et Cap-Vert. Également l'impact des mouvements de lutte des droits civiques des Amériques, l'Amérique du Nord, et également les écrits de Frantz Fanon qui arrivent, condamné
deux écrits les plus importants, Peau noire, Masque blanc et Les condamnés de la terre. Oui, traduits, ils arrivent au Brésil via le Portugal, ils sont traduits au Portugal. Albert Memmi, également, ils arrivent au Brésil via le Portugal. Et un autre texte fondamental que l'on oublie très souvent, c'est la préface de l'anthologie, la préface écrite par Jean-Paul Sartre, de l'anthologie africaine et malgache, coordonnée par Senghor. Alors, il y a donc ces trois auteurs, Frantz Fanon, Albert Memmi et Jean-Paul Sartre, dont leur pensée inspirera de manière virulente et radicale les leaders intellectuels et artistes du mouvement noir. Donc à partir de cette relecture de ces auteurs français et francophones importants, permettront aux intellectuels noirs d'initier une critique virulente vis-à-vis de l'idéologie dominante de la démocratie raciale au Brésil. Merci beaucoup.